une solution Alors, par le dialogue avec le président français. d'accord. Monsieur le Président, le Tchad est devenu, on le disait aussi dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure, un pays producteur de pétrole depuis 2003. Vous produisez aujourd'hui environ 120 000 barils par jour. Comment est-ce que vous gérez les revenus du pétrole? Par exemple, est-ce que c'est l'argent du pétrole qui vous permet d'avoir une armée aussi bien formée, aussi bien équipée que l'armée tchadienne l'est aujourd'hui? Rappelez-vous, dans les années 80, – 19h10, je crois. Heure locale, c'est fou. Puisque c'est 18h10, heure de... Heure locale, c'est fou. Oui, 19h10, je crois. Ouais. Puisque c'est 18h10, heure de Paris. Allez, on va y aller. Monsieur le photographe, C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à tous. International est au Tchad, où nous reçoit le président Idriss Déby Itno. Merci, Monsieur le Président, de nous recevoir ici à N'Djamena. Le Tchad est au cœur de l'actualité du Sahara-Sahel, puisque vous avez décidé, Président Déby, l'envoi de plus de 2000 hommes au Mali pour combattre les djihadistes. On va revenir, bien sûr, sur le soutien du Tchad à l'opération militaire française au Mali pendant cette émission. Aussi, un pays voisin, la Centrafrique, peut-être un coup d'État. On va en reparler avec vous. On évoquera aussi le procès de 19h10, je crois. heure locale, c'est fou. Oui, 19h10, je crois. Ouais. Puisque c'est 18h10, heure de Paris. Allez, on va y aller. Monsieur le photographe, C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à tous. International est au Tchad, où nous reçoit le président Idriss Déby Itno. Merci, Monsieur le Président, de nous recevoir ici à N'Djamena. Le Tchad est au cœur de l'actualité du Sahara-Sahel, puisque vous avez décidé, Président Déby, l'envoi de plus de 2000 hommes au Mali pour combattre les djihadistes. On va revenir, bien sûr, sur le soutien du Tchad à l'opération militaire française au Mali pendant cette émission. Aussi, un pays voisin, la Centrafrique, qui vient de connaître un coup d'État. On va en reparler avec vous. On évoquera aussi le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, et puis aussi le Tchad lui-même, qui est devenu, depuis quelques années, producteur et exportateur de pétrole. Alors, pour vous interroger avec moi, Monsieur le Président, Bruno Darroux, de Radio France Internationale. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et Charlotte Bozonnet, du journal Le Monde. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Mais d'abord, vous présentez en quelques mots. Vous êtes arrivé au pouvoir en décembre 90, après avoir chassé Hissène Habré. Depuis lors, vous avez été élu à 4 reprises, en 96, en 2001, en 2006 et en 2011. Et vous dirigez un pays d'environ 11,5 millions d'habitants et d'une superficie d'1,3 million de km², c'est-à-dire plus de 2 fois la France. Alors, pour lancer notre débat avec vous, on va faire un petit retour sur l'actualité malienne, puisqu'à la mi-janvier, je le disais, quelques jours après le début de l'intervention française, vous avez décidé l'envoi de 2400 soldats tchadiens pour combattre au Mali, aux côtés des soldats français. Je vous propose un petit rappel commenté par Grégory Fontana.
Voilà, donc là, on 5 va voir, décembre on mettra le 2012, sujet que vous François venez de voir. Hollande reçoit son homologue Et puis là, on se tchadien, retrouve derrière le Idriss sujet. Déby. On et l'ignore commence encore, notre- mais le notre Tchad tournoi prépare d'émission. son Voilà. retour C'est sur un le petit peu devant de la compliqué, mais scène c'est- internationale. En coulisses, Voilà. la France Donc, quand se on me dit que prépare je à peux y aller, j'y intervenir vais. militairement au Mali. L'opération Serval est lancée le 11 janvier. 4 jours après, dans un message lui en son Ça, c'est ce nom qu'on a devant dit, le là. Parlement Voilà, ça, tchadien, c'est en train de passer, le on va dire. président Déby Ok. annonce l'envoi de soldats au Mali. Je reprends quand je veux. Nous avons pris la décision de déployer sur le sol malien un contingent de l'armée nationale tchadienne pour soutenir les efforts de la communauté internationale. 2400 soldats, soit le plus gros contingent africain déployé au Mali, mais surtout le plus aguerri. Recrutés parmi l'élite, les soldats tchadiens sont en première ligne aux côtés des soldats français. Ils ont l'expérience du désert, connaissent les méthodes des groupes armés pour les avoir combattus pendant plus de 10 ans dans le nord du Tchad ou plus récemment au Darfour. C'est dans le massif des Iforas qu'ils paieront un lourd tribut, au moins 26 soldats tués le même jour. Au Tchad, l'hommage est national. C'est eux qui ont abattu les deux grands chefs, les djihadistes installés dans le nord du Mali. Le Tchad s'attribue ainsi la mort d'Abou Zaïd et de Mokhtar Ben Mokhtar, l'armée tchadienne et ses 30 000 hommes, réputés comme étant l'une des meilleures de la région. Les relations entre les armées tchadiennes et françaises ne datent pas d'hier. Près de 1000 soldats français sont stationnés à N'Djamena et par 2 fois en 2006 et 2008, la France joue un rôle décisif pour empêcher des rebelles tchadiens et des milices pro-Soudan de renverser le président Déby. Beaucoup voient dans l'engagement tchadien au Mali une manière de renvoyer l'ascenseur. Pour le Tchad, c'est aussi l'occasion de se placer en garant de la stabilité dans la région sahélienne. L'influence du Tchad passe aussi par la Centrafrique. Il y a 10 ans, l'armée tchadienne aidait le général François Bozizé à prendre le pouvoir. Elle protégera par la suite la capitale des rebelles du Séléka. Mais le 24 mars dernier, la rébellion réussit son coup d'État. François Bozizé se réfugie au Cameroun et multiplie les entretiens pour accuser le Tchad. Était un renfort composé de matériel neuf, une trentaine de pick-up neufs. C'était pas Séléka. Séléka n'a pas la capacité de se renouveler en si peu de temps. Les autorités tchadiennes démentent. Enfin, le Tchad, c'est aussi depuis peu un pays producteur et exportateur de pétrole. Les gisements sont exploités depuis le début des années 2000, de quoi financer la politique de ses ambitions. Guérilla, où des gens qui, Ou des attentats comme à Kidal. bien sûr, comme ils l'ont fait hier matin à Kidal, les gens qui se font sauter et qu'ils amènent avec eux, évidemment, malheureusement, des Tchadiens. Hier, nous avions connu à Kidal, au marché de Kidal, les soldats tchadiens n'ont pas l'habitude de rentrer dans la ville depuis qu'ils ont quitté le territoire. Il y a quand même une discipline stricte qui consiste à ne pas aller à l'intérieur des villes, rester à distance. Et je crois qu'ils sont partis pour s'approvisionner. Voilà que maintenant nous avions donc perdu 4 hommes.
Et deuxième sous-question, est-ce que finalement éliminer Kadhafi n'a pas été une erreur? International est au Tchad, le Tchad qui est en première ligne dans la guerre du Mali, au Tchad avec le président Idriss Déby Itno. International, c'est tout de suite sur TV5 Monde. Bienvenue à tous, International est au Tchad où nous reçoit le président Idriss Déby Itno. Merci, Monsieur le Président, de nous recevoir ici à N'Djamena. Le Tchad est au cœur de l'actualité du Sahara Sahel puisque vous avez décidé, Président Déby, l'envoi de plus de 2000 hommes au Mali pour combattre les djihadistes. On va revenir bien sûr sur le soutien du Tchad à l'opération militaire française au Mali pendant cette émission. Aussi un pays voisin, la Centrafrique, qui vient de connaître un coup d'État. On va en reparler avec vous. On évoquera aussi le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré et puis aussi le Tchad lui-même qui est devenu depuis quelques années producteur et exportateur de pétrole. Alors pour vous interroger avec moi, Monsieur le Président, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et Charlotte Bozonnet du journal Le Monde. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Mais d'abord vous présentez en quelques mots. Vous êtes arrivé au pouvoir en décembre 90 après avoir chassé Hissène Habré. Depuis lors, vous avez été élu à 4 reprises, en 96, en 2001, en 2006 et en 2011. Et vous dirigez un pays d'environ 11,5 millions d'habitants et d'une superficie d'1 300 000 km², c'est-à-dire plus de 2 fois la France. Alors pour lancer notre débat avec vous, on va faire un petit retour sur l'actualité malienne, puisqu'à la mi-janvier, je le disais, quelques jours après le début de l'intervention française, vous avez décidé l'envoi de 2400 soldats tchadiens pour combattre au Mali, aux côtés des soldats français. Je vous propose un petit rappel commenté par Grégory Fontana. On va commencer cette émission, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, par une question sur l'implication du Tchad au Mali. Pourquoi avoir décidé d'envoyer vos soldats au Mali, d'autant plus que ces soldats ont déjà payé un lourd tribut, plus d'une trentaine de morts tchadiens dans les combats au Mali. Pourquoi et jusqu'à quand resteront donc les soldats tchadiens au Mali? Vous savez que le Mali a été occupé par des djihadistes. Le pays a été divisé en deux. Les djihadistes menaçaient la capitale Bamako. Si, heureusement, j'ai dit, s'il n'y avait pas eu l'intervention des troupes françaises, Dieu seul sait dans quelle situation nous serons. La France a sauvé donc le Mali. Et la France était restée seule sur le terrain pendant pratiquement 1 mois. Nous avons été sollicités par la communauté internationale. Et par la France? Par la France, par le président Yakounda, par la CEDEAO, par l'Union africaine. Et j'ai consulté, comme la Constitution l'oblige, l'Assemblée nationale, et j'ai informé aussi toute la classe politique, ici, 140 partis politiques, qui ont donné unanimement leur accord pour l'envoi des troupes tchadiennes au Mali. Et la société civile aussi, qui a été consultée. Donc, c'est un mal qu'il faut extirper le plus rapidement possible.
va atteindre pas seulement le Mali, mais le reste du pays si nous n'avions pas fait. La guerre aujourd'hui qui s'est déroulée dans le nord du Mali n'est pas une guerre vraiment qui concerne simplement le Mali, ça concerne toute la sous-région au sud du Sahara. Le retrait, vous l'envisagez pour quand? Je crois que, comme je disais tantôt, la guerre, en fait, disons, face à face avec les djihadistes, c'est terminé. L'armée tchadienne n'a pas de compétences, en fait, disons, réelles pour faire face à une nébuleuse du genre, en fait, disons, du terrorisme individuel ou, je dirais, du guérilla, en fait, disons, tel qu'il est en train de s'organiser au Mali. Les soldats tchadiens vont retourner au Tchad. Ils ont accompli leur mission. Mais quand? Quand vont-ils rentrer au Tchad, Monsieur le Président? Nous avons déjà procédé à la retraite du bataillon d'appui lourd, qui a déjà quitté hier Kidal pour rentrer au pays. Le reste des éléments, évidemment, progressivement. D'accord, mais la décision n'est pas encore prise. Progressivement. Est-ce que les vont soldats rentrer au pays. Monsieur le Président, est-ce que on sait que dans quelques mois va se mettre en place au Mali une force de l'ONU. Est-ce que les soldats tchadiens feront partie à ce moment-là de cette force? Est-ce qu'ils seront intégrés dans cette force de l'ONU à partir du mois de juillet a priori? Bien sûr, le Tchad fait partie de la communauté internationale. Et si l'ONU en fait la demande, le Tchad mettra à la disposition de l'ONU des soldats tchadiens. D'accord. Charlotte Bozonnet? Oui, Monsieur le Président, vous aviez demandé l'intégration des forces tchadiennes dans la MISMA, alors que votre pays n'est pas membre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pour quelle raison cette demande? Nous n'avons pas demandé d'intégrer dans le MISMA. Nous avons tout simplement demandé qu'il y ait une sorte avec les éléments qui sont engagés sur le terrain, les forces de l'Afrique de l'Ouest, avec les forces françaises, une certaine, bien sûr, coordination ouais, qu'il faut créer, qui serait plus efficace que si chacun agissait de sa manière seule. Nous avons mis donc en commun avec les forces françaises un système qui nous permet à partir de N'Djamena ici, à partir de Paris, de suivre au jour le jour, chaque jour, un briefing qui se fait sur la situation. Donc vous travaillez en parfaite collaboration avec les forces françaises? En parfaite collaboration avec l'armée française. D'accord. Le Tchad a éliminé Abou Zaïd, le chef d'AQMI, on en a parlé tout à l'heure dans les images qu'on a vues. Oui. Concernant Mokhtar Belmokhtar, est-ce que vous avez les preuves de sa mort? Nous avons les preuves de sa mort. Mokhtar Belmokhtar, on n'a pas pu filmer, certes, parce qu'il s'est fait exploser. Il s'est fait exploser après la mort de Ben Zaïd. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. 3 ou 4 djihadistes, en fait, disons, au désespoir des causes, se sont fait exploser. Mais vous êtes certain qu'il est mort? Et nous savons parfaitement que les prisonniers qu'on avait fait sur place, nous ont identifié que celui-là, c'était de la chair MP. On n'a pas voulu montrer ces images, quand même, ce pas des images qui sont bonnes. Monsieur le Président, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Mali une fois que l'intervention militaire sera terminée? Est-ce que vous pensez que les Touaregs en particulier, qui vivent majoritairement dans le nord du pays, devraient obtenir une forme d'autonomie à l'intérieur du Mali? La situation actuelle n'est pas une situation, je dirais, très bonne. Parce qu'en réalité, nous nous retrouvons dans une situation où le nord du Mali, à partir de Kidal, l'armée malienne ne peut pas, en fait, disons, venir parce que le MNLA refuse l'autorité du Mali. Ça veut dire quoi? L'armée malienne devrait pouvoir venir à Kidal? Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, en fait, nous allons
avaliser nous-mêmes de fait la division du Mali. Oui. Ça, nous ne le ferons pas. Ça, nous ne le ferons pas. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions encouragé les autorités maliennes et le chef de MNLA d'engager rapidement un dialogue pour trouver une solution malienne sur des questions maliennes. D'ailleurs, la France a même demandé, même exigé, certains ont reproché à la France un ton un peu direct, qu'il y ait des élections au Mali en juillet. Oui. Est-ce que vous partagez cette exigence française? C'est une nécessité, les élections. Est-ce que juillet, les conditions seront réunies pour faire les élections? Vous en doutez? C'est à voir. Mais je pense que l'objectif final, en fait, disons, c'est la reconquête du Mali, l'unification du Mali, et mettre en place des institutions issues des urnes. D'accord, mais donc autonomie peut-être. Vous ne tranchez pas cette question-là? Je ne peux pas vraiment me prononcer sur cette question. C'est aux Maliens de se prononcer. D'accord. Certains disent, pour revenir à votre intervention, que quelque part, comme la France d'ailleurs, le Tchad en fait est allé défendre le Mali, si on peut dire, à la place des Maliens. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Non, pas du tout. Nous avons été sollicités par le président Yakounda, qui a écrit officiellement. Nous avons été sollicités par la CEDEAO et nous avons aussi été sollicités par le président français, François Hollande, lequel nous avons donc engagé nos troupes après concertation des institutions de la République et la classe politique et aussi la société civile tchadienne. Donc, globalement, notre intervention au Mali répond, je pense que c'est une réponse assez claire et forte que nous donnons au terrorisme, que la zone sahélienne, qu'elle soit au Mali ou ailleurs, c'est la même zone. Et ce n'est pas seulement Mali qui est menacé, mais les autres pays peuvent l'être aussi. Vous aviez tout à l'heure parlé de crainte de représailles, peut-être, notamment ici, à N'Djamena. On dit qu'il y a des cellules dormantes de l'organisation Boko Haram, ici même à N'Djamena. Boko Haram n'est pas... près de la frontière du Nigeria, ici. Boko Haram n'est pas à N'Djamena. Boko Haram est au Nigeria. Boko Haram se ravitaille certes en munitions et armes venant de la Libye ou d'autres pays. Soit ça passe par le Tchad, c'est possible. Ça passe par le Niger, c'est possible. Nous avons pu intercepter quelques cargaisons qui partaient en direction du Nigeria. Mais il n'y a pas de cellules de Boko Haram à N'Djamena? Non. Pour le moment, on n'a pas du tout perçu de cellules, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des cellules qu'on n'a pas découvertes, mais qui dorment. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris certaines dispositions sécuritaires au niveau de la ville de N'Djamena. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons aussi informé à tous nos amis étrangers, européens en particulier, qui sont ici sur le sol tchadien, d'informer de leur déplacement chaque fois que cela devrait se faire à l'autorité tchadienne. Monsieur le Président, vous venez de parler de la Libye. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est une conséquence directe ou indirecte de l'élimination de Kadhafi? Et deuxième sous-question, est-ce que finalement éliminer Kadhafi n'a pas été une erreur? L'élimination de Kadhafi, évidemment, n'est pas du tout physiquement, c'est-à-dire que l'élimination de Kadhafi en tant que telle, mais ce qui est malheureux en son temps, que nous avions demandé à la communauté internationale de faire en sorte que Libye, ce n'est pas comme les autres pays qui ont des institutions solides et qui ont, même après, comment on appelle, le printemps arabe, les pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, il y a des institutions qui sont fortes et qui sont pitées. La Libye n'est pas la même chose. Vous aviez anticipé ce chaos oui, voilà. Et nous savions que la guerre en Libye va avoir des conséquences graves
sur l'ensemble, en fait, disons, des pays voisins, en particulier les pays au sud du Sahara. Oui, donc peut-être que l'élimination de Kadhafi, même, enfin, physiquement et politiquement, surtout politiquement, était peut-être une erreur. Non, et je ne dis pas que c'est une erreur. Kadhafi n'a pas fait que du bien. Kadhafi a occupé, vous vous rappellerez que le Tchad a été occupé par la Libye pendant 20 ans. Pendant 20 ans. La Libye a contribué au désordre au Tchad. La Libye de Kadhafi a contribué évidemment à la destruction du Tchad. Donc, pour nous, nous sommes les victimes, vraiment les premières victimes, je dirais post-coloniales, d'un pays africain, qui est la Libye. Donc, je ne doute pas un instant que Kadhafi a été pour quelque chose dans la déstabilisation d'un certain nombre de pays au sud du Sahara. Monsieur le Président, il faut que je vous interrompe. On va se retrouver dans 2 minutes, tout de suite après une page d'information. Okay. Merci. On arrête les flashs. C'est OK, on peut démarrer. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième partie d'International, toujours ici à N'Djamena au Tchad, avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Alors, on a évoqué tout à l'heure brièvement la France, enfin François Hollande. Je voulais vous poser une question sur vos relations avec François Hollande. Il a mis un certain temps à vous recevoir à l'Élysée. Je crois que ça s'est passé le 5 décembre dernier. Quelles sont vos relations avec le président français? Non, c'est des relations, comme d'habitude, traditionnelles. Les relations entre le Tchad et la France ont été toujours excellentes. Et la France a été toujours un partenaire au développement du Tchad, et même le moment le plus difficile, la France a accompagné le Tchad pendant l'occupation du Tchad par la Libye de Kadhafi. Dès les années 80, en fait. Hein, oui, dans les années 80. Ouais. Et pendant aussi les heures difficiles que le Tchad a vécues, dans la naissance des tendances politico-militaires qui ont mis à mal la paix et la stabilité dans le pays. La France vous faites allusion à ce qui s'est passé en 2006 et en 2008 dans votre pays, même en 2007 aussi. Oui, bien sûr. Donc la France a été toujours à nos côtés. Et pourtant, certains disent que l'élection de François Hollande, dans un premier temps, ne vous a pas, comment dire, totalement ravi. Vous n'êtes pas venu au sommet de la francophonie à Kinshasa pendant que le président français y était. Vous êtes arrivé à Kinshasa 2 jours après la fin du sommet. Donc qu'est-ce qui a... C'était une relation pas idéale, on va dire, on a l'impression, en tout cas, après l'élection de François Hollande. Qu'est-ce qui a changé dans cette relation? Il y a eu vraiment un amalgame, en fait, disons. Ça n'a rien à voir avec, disons, mon déplacement. C'est qui coïncidait évidemment en Afrique du Sud, coïncidait avec le sommet de... Il n'y avait pas de signification politique. Le Tchad, membre fondateur, en fait, disons, de l'OIF. Il n'y a aucune raison que le Tchad ne participe pas. Mais sur le chemin de retour, je me suis arrêté à Kinshasa pour présenter mes excuses au président Kabila qui m'avait invité, que je n'ai pas pu donc participer pour des raisons des agendas. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais revenir encore une seconde sur le Mali et une question sur les otages français. Il y a au moins 5 otages français détenus quelque part au Mali, ou peut-être même dans le sud libyen, on dit aujourd'hui. Il y en a 7 aussi français qui ont été enlevés au Cameroun, voisin, ici tout près. Est-ce que vous avez des informations nouvelles concernant ces otages? Et est-ce que vous savez en particulier si ces otages sont encore vivants, ce qui intéresse beaucoup évidemment en France? Oui, nous faisons vraiment un briefing chaque soir à 18h30 avec le commandement militaire tchadien et puis le commandement militaire français ici,
à la présidence ici même. La question des otages, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup, nous tous aussi. Après la défaite des djihadistes, ce qui reste aujourd'hui à faire, je crois que c'est la recherche, en fait, disons, de ces otages-là. Oui. Et il faut les trouver vivants. Et les soldats tchadiens participent à cette Moi, recherche. personnellement, je pense que des otages qui sont au Mali, personnellement, je pense qu'il y a des Français qui sont vivants entre les mains des djihadistes, mais je ne suis pas très sûr que ça soit au Mali. D'accord. Parce que au Mali, dans les Fougas, dans le nord, l'armée française, l'armée tchadienne, nous avons été dans le coin et recoin, dans tous les villages, des Fériques, des Touaregs. On a vraiment fait un nettoyage assez important. Nous n'avons pas eu des indices, je dis bien des indices de ces otages-là. On arrête les flashs. C'est OK, on peut démarrer. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième partie d'International, toujours ici à N'Djamena au Tchad, avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Alors, on a évoqué tout à l'heure brièvement la France, enfin, François Hollande. Je voulais vous poser une question sur vos relations avec François Hollande. Il a mis un certain temps à vous recevoir à l'Élysée. Je crois que ça s'est passé le 5 décembre dernier. Quelles sont vos relations avec le président français? Non, c'est des relations, comme d'habitude, traditionnelles. Les relations entre le Tchad et la France ont été toujours excellentes. Et la France a été toujours un partenaire au développement du Tchad. Même le moment le plus difficile, la France a accompagné le Tchad pendant l'occupation du Tchad par la Libye de Gaddafi. Dès les années 80, en fait. Hein, ouais. Oui, dans les années 80. Ouais. Et pendant aussi les heures difficiles que le Tchad a vécues, dans la naissance de tendances politico-militaires qui ont mis à mal la paix et la stabilité dans le pays. La France vous faites allusion à ce qui s'est passé en 2006 et en 2008 dans votre pays, même en 2007 aussi. Oui, bien sûr. Donc la France a été toujours à nos côtés. Et pourtant, certains disent que l'élection de François Hollande, dans un premier temps, ne vous a pas, totalement ravi. Vous n'êtes pas venu au sommet de la francophonie à Kinshasa pendant que le président français y était. Vous êtes arrivé à Kinshasa 2 jours après la fin du sommet. Donc qu'est-ce qui a... C'était une relation pas idéale, on va dire, on a l'impression, en tout cas, après l'élection de François Hollande. Qu'est-ce qui a changé dans cette relation? Il y a eu vraiment un amalgame, en fait, disons. Ça n'a rien à voir avec, mon déplacement. Qui coïncidait évidemment en Afrique du Sud, coïncidait avec le sommet de... Il n'y avait pas de signification politique. Le Tchad, membre fondateur, en fait, disons, de l'OIF. Il n'y a aucune raison que le Tchad ne participe pas. Mais sur le chemin de retour, je me suis arrêté à Kinshasa pour présenter mes excuses au président Kabila qui m'avait invité, que je n'ai pas pu donc participer pour des raisons des agendas. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais revenir encore une seconde sur le Mali et une question sur les otages français. Il y a au moins 5 otages français détenus quelque part au Mali, ou peut-être même dans le sud libyen, on dit aujourd'hui. Il y en a 7 aussi français qui ont été enlevés au Cameroun, voisin, ici tout près. Est-ce que vous avez des informations nouvelles concernant ces otages? Et est-ce que vous savez en particulier si ces otages sont encore vivants, ce qui intéresse beaucoup évidemment en France? Oui, nous faisons vraiment un briefing chaque soir à 18h30 avec le commandement militaire tchadien et puis le commandement militaire français ici, à la présidence ici même. La question des otages, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup, nous tous aussi. Après la défaite des djihadistes, ce qui reste aujourd'hui à faire, je crois que c'est la recherche, en fait, disons, de ces otages-là. Et il faut les trouver vivants. Et les soldats tchadiens participent à cette recherche? Moi, personnellement, je pense que
des otages qui sont au Mali, personnellement, je pense qu'il y a des Français qui sont vivants entre les mains des djihadistes, mais je ne suis pas très sûr que ça soit au Mali. D'accord. Parce que au Mali, dans le Fougas, dans le nord, l'armée française, l'armée tchadienne, nous avons été dans le coin et recoin, dans tous les villages, des Fériques, des Touaregs. On a vraiment fait un nettoyage assez important. Nous n'avons pas eu des indices, je dis bien des indices de ces otages-là. D'accord. Mais s'ils ne sont pas dans cet endroit-là, où pourraient-ils être, vous ne savez pas? S'ils ne sont pas dans cet endroit-là, c'est-à-dire au nord du Mali, où pourraient-ils être? Vous savez, hein, d'où viennent les djihadistes? C'est les gens qui viennent de peu partout. Dans ce Sahara qui est trop grand, au sud de la Libye, nord du Tchad, nord du Niger, est, comment on appelle, Mauritanie, sud Algérie. Ça, c'est une zone qui est assez vaste, et ce n'est pas très difficile pour les djihadistes de trouver, en fait, disons. Mais vous avez bon espoir que les otages soient encore vivants? Moi, personnellement, je pense qu'ils sont vivants. Alors, ils n'ont aucun intérêt de tuer ces otages. Monsieur le Président, le temps passe malheureusement très vite. Je voudrais vous poser une question sur une affaire franco-tchadienne, c'est l'Arche de Zoé. Je rappelle en 2 mots que 6 Français avaient tenté en 2007 d'exfiltrer une centaine d'enfants tchadiens ou supposés tchadiens en vue de leur adoption en France. Ils les avaient présentés comme des enfants du Darfour, mais on a su après que c'était des enfants tchadiens. Vous aviez gracié ces Français après leur condamnation au Tchad, mais ils doivent toujours, selon vous, plus de 6 millions d'euros de dommages et intérêts. En tout cas, c'est la justice tchadienne qui avait décidé ça, aux familles tchadiennes. Est-ce que c'est une indemnisation que le Tchad espère obtenir un jour? Écoutez, vous avez parlé de gracier, je le mets entre guillemets, gracier. Le gouvernement tchadien a été obligé lui-même, donc en lieu et place de ces malfrats, je les appelle comme ça, d'indemniser ces familles tchadiennes, et y compris aussi leurs avocats. Effectivement, nous serons très sensibles si la France arrive à dédommager le Tchad. Oui, parce qu'on sait bien qu'eux ne pourront pas, les 6 Français en question ne pourront pas le faire, ils n'ont pas les moyens de payer ces indemnisations, donc ça ne peut être que le gouvernement français. Bien sûr. C'est pour ça que nous disons que c'est quand même, il y a des accords juridiques entre les deux pays, des cadres de coopération entre les deux pays. Mais pour en tout cas, ce n'est pas une affaire qui peut, en fait, disons, créer des problèmes ou bien des polémiques entre la France et le Tchad. Mais ce problème peut trouver une solution par le dialogue avec le président français. D'accord. Monsieur le Président, le Tchad est devenu, on le disait aussi dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure, un pays producteur de pétrole depuis 2003. Vous produisez aujourd'hui environ 120 000 barils par jour. Comment est-ce que vous gérez les revenus du pétrole? Par exemple, est-ce que c'est l'argent du pétrole qui vous permet d'avoir une armée aussi bien formée, aussi bien équipée que l'armée tchadienne l'est aujourd'hui? Rappelez-vous, dans les années 80, quand le Tchad était occupé par la Libye, le nord du Tchad était occupé par la Libye. Oui, la bande d'Aouzou. L'armée bande d'Aouzou, non, plus bas. Même plus bas, oui. Un tiers du Tchad était occupé par la Libye pendant 22 ans. Nous n'avions pas du pétrole en son temps. Mais les Tchadiens, avec les soldats tchadiens en son temps, ont pu récupérer le territoire par eux-mêmes, en donnant évidemment beaucoup de sacrifices, donc payant cher. Mais nous avons quand même récupéré notre territoire. Même sans l'argent du pétrole? Oui, même avant le pétrole. Donc, ce n'est pas vraiment... Le pétrole, évidemment, c'est une opportunité qui est arrivée. Et ce n'est pas, je dirais, des ressources assez importantes pour nous. Nous ne sommes pas un grand pays pétrolier, nous sommes un petit pays pétrolier. La production varie entre, nous sommes redescendus jusqu'à 30 000 barils par jour, on est remonté à 80, 120, revenir encore à 60. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour le Tchad, en fait?
Non, ça a changé quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous connaissez avant N'Djamena et aujourd'hui. N'Djamena a changé aujourd'hui. De la même manière qu'à l'intérieur du pays, nous avons pu changer beaucoup de choses qui ont été détruites par la guerre, les infrastructures sociales de base, l'école, la santé, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les routes, l'agriculture, l'élevage sont le secteur essentiel et qui ont bénéficié beaucoup de ressources pétrolières qui sont, sachez que qui sont évidemment, les données sont à la disposition du public. Nous sommes le seul pays au monde à avoir un collège qui contrôle le revenu pétrolier. Ce collège a l'obligation de mettre à la disposition du public chaque 6 mois son, comment on appelle son rapport, le rapport public. Donc, il y a donc des salles de lecture de ce rapport. Donc tout le monde a accès. Donc il n'y a rien de tabou, rien n'est caché. Nous avons géré dans la plus grande transparence nos ressources. Évidemment, sans stabilité, sans la paix, nous ne pouvons pas développer le pays. C'est ce qui nous a amené à mettre la question de la stabilité, la paix, comme un des secteurs clés, un des secteurs importants. Alors Charlotte Besonnès, sur la question des revenus du pétrole, vous le dites, la production n'est pas énorme au Tchad, mais il y a dans la population quand même le sentiment de ne pas forcément en avoir suffisamment profité. Il y a eu des grèves importantes l'an dernier des fonctionnaires pour des augmentations de salaire, parce que les prix sont élevés. Comment vous expliquez l'augmentation des salaires de 90 à nos jours? Je pense qu'il faut compter qu'on a multiplié par 300 le salaire. Des fonctionnaires? Des fonctionnaires. Oui, des fonctionnaires. 300%. Oui. C'est très important. Oui. On a passé d'une masse salariale qui était en son temps, au total par an, moins de 30 milliards de francs CFA, à 400 milliards de francs CFA aujourd'hui. 400 milliards de francs CFA par an. Donc, il ne faut pas croire que le Tchad, le gouvernement n'a pas fait. Non, nous avions fait beaucoup d'efforts à l'endroit des travailleurs tchadiens, à l'endroit des fonctionnaires tchadiens. Et vous conviendrez avec moi que le contexte actuel est un contexte mondial assez difficile, sur le plan économique et sur le plan financier aussi. Mais dans tous les cas de figure, nous avons, même dans ces difficiles conditions, enregistré une évolution positive, en fait, disons, de l'économie du pays, puisque la croissance des 3 dernières années a été la croissance la plus forte. On a touché à 2 chiffres en 2011. Et en 2000, c'est à 7,5, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, nous sommes à 8,9% en 2012. Ouais. Alors, malgré tout, souvent, la production de pétrole dans un pays est considérée à la fois comme une richesse et parfois comme une malédiction, parce qu'on sait que souvent, à la production de pétrole est liée à la corruption. Est-ce que la corruption, c'est un problème dans votre pays, monsieur le Président ? La corruption est un problème global mondial. Ouais. Nous avons, par rapport à cela, pris des dispositions institutionnelles pour réduire au moins la corruption. Et nous avons adhéré aussi à l'institution internationale, Transparency International, qui mesure la corruption dans les pays du monde. Industrie extractive. Nous venons d'adhérer aussi à la MAEP. La MAEP est mission d'évaluation par les pairs en Afrique et de l'Union africaine. Donc, toute cette mesure et la mise en place aussi d'un département d'assainissement public contribue sans nul doute à réduire sensiblement la corruption et le détournement des deniers publics. Peut-être encore une question sur le pétrole. Il y a des compagnies qui travaillent au Tchad, des compagnies américaines, des compagnies malaisiennes, si je ne me trompe pas, et aussi chinoises,
de Oui. plus en plus de compagnies chinoises, mais pas de compagnies pétrolières françaises. Pourquoi cette absence de la France? Ça, il faut demander au Total. Total était présent dans le consortium. D'accord. En 2000, Total a quitté. Donc c'est la faute à Total. Pour des raisons économiques, pour des raisons, je ne sais pas si ce qu'ils ont évoqué en son temps, c'était pour des raisons économiques qu'ils ont quitté volontairement. Et là, ce sont essentiellement des compagnies chinoises qui prospectent en ce moment. Il y a aussi des compagnies canadiennes. Canadiennes, oui. Oui, oui. Alors, on va peut-être parler, Monsieur le Président, de la Centrafrique, si vous voulez bien, parce que le temps passe très vite. Donc, ce pays au sud du Tchad, le président Bozizé a été renversé il y a environ 3 semaines par les rebelles du Séléka. Quel a été le rôle du Tchad dans ce coup d'État? Parce que vous passiez pour un soutien, un allié du président Bozizé avant ce coup d'État. Non, ce n'est pas allié du président Bozizé, c'est trop dire. Allié des Centrafricains, des peuples centrafricains, bien sûr. C'est pourtant vous qui l'avez aidé à arriver au pouvoir il y a 10 ans, quand même, François Bozizé. Comment? Vous l'avez soutenu quand il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans. Moi, je l'ai soutenu quand il est arrivé au pouvoir. Oui. Je l'ai soutenu quand il est arrivé au pouvoir. Et j'ai soutenu le peuple centrafricain. Ce n'est pas la personne du président Bozizé que j'ai soutenu. Donc ceux qui disent que vous avez lâché, François seul, Bozizé, je ne suis pas le seul. C'est toute la sous-région qui a été solidaire avec le peuple centrafricain depuis 1994, je dis bien, depuis 1994. La sous-région a injecté pas mal de ressources en République centrafricaine, a consacré aussi beaucoup de soldats qui sont morts en Centrafrique, des Tchadiens, des Camerounais, des Gabonais ou des Congolais ou autres, pour la restauration de la paix dans ces pays. Malheureusement, nous sommes très loin d'atteindre les objectifs. Et la situation auquel nous sommes arrivés aujourd'hui est une situation qui est très grave. C'est pour ça que nous avions donc tenu dernièrement un sommet ici. Le sommet avait consacré, a pris un certain nombre de décisions que nous avions donc soumises au Centrafricain. Et le sommet devait avoir le 18. En principe, c'est le 15 qui devrait avoir le 18. Mais j'ai repoussé au 18 pour donner un peu de temps aux Centrafricains de s'organiser et de venir avec venir avec des propositions concrètes de sortie de crise. Parce que justement, vous ne considérez pas le chef de la rébellion, Michel Djododia, comme le nouveau président de la Centrafrique? Moi, je ne le reconnais pas comme le nouveau président de la Centrafrique. C'est une question de principe. Et donc vous qu'il lui s'agisse dites... dans le cadre de l'Union africaine ou qu'il s'agisse dans le cadre de la CAC, nous ne pouvons pas reconnaître un président qui s'est autoproclamé. Qu'est-ce que vous dites aux Centrafricains? Alors, organiser la transition? Organiser une bonne transition avec le soutien de la communauté internationale et la mise en œuvre de l'accord de Libreville. D'accord. Qui est la seule possibilité de sortie de crise de la République centrafricaine définitivement. C'est-à-dire qui prévoit l'opposition, enfin une part du pouvoir pour l'opposition, qui prévoit des élections dans un délai de 18 mois, je pense. 18 mois en 2 ans, 18 à 2 ans. Ah, d'accord. Vous savez que c'est un pays qui n'a pas d'armée. C'est un pays qui n'a jamais contrôlé l'ensemble du territoire. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas une force civile comme la police, la gendarmerie, en fait, disons, pour sécuriser, sécuriser les biens des personnes. Donc, toutes ces conditions-là, en 18 mois, il faut créer une armée, il faut créer une force politique civile, une force civile qui puisse assurer les Centrafricains et permettre aux élections de se dérouler. Et je pense que si la communauté internationale s'y met, cela est possible. Et la communauté internationale a le devoir de sauver cette population centrafricaine. Évidemment, alors, la RC a vu la proximité géographique avec votre pays, c'est évidemment très important. Certains même disent que cette République centrafricaine est devenue la 24e province du Tchad. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est des ragots. Je n'ai pas besoin vraiment d'avoir une réponse. Cela va de soi. La République centrafricaine est un pays souverain, un pays ami, un pays frère,
vous savez que plus d'1 million de Tchadiens vivent en République centrafricaine, autant que plus d'1 million de Centrafricains vivent aussi au Tchad. Donc ça, ce sont les relations tissées par l'histoire entre les deux pays. Charlotte Bauzonnet? On vient de parler de la Centrafrique, on a parlé du Nord-Mali. Est-ce que vous aspirez à jouer un rôle régional d'ampleur aujourd'hui? Non, non. Le Tchad n'a pas capacité, n'a pas l'intention ni les moyens de jouer un rôle régional. Non, mais le Tchad est prêt à apporter sa contribution quand il s'agit de la paix, de la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Mais quand même, là, vous êtes très actif au Mali, en RCA, vous jouez un rôle diplomatique et militaire, mais aussi diplomatique, donc actif quand même. Donc c'est une contribution à la demande, en fait, disons, de nos frères de Mali que nous avons fait. Certains vous prêtent cette phrase, vous nous auriez dit que le N'Djamena... faisons en République centrafricaine dans le cadre de la CAC avec d'autres chefs d'État, avec d'autres pays, le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la RDC, l'Angola, le Burundi, et tous ces pays-là, nous sommes donc ensemble. Au chevet, oui, ensemble au chevet de la République centrafricaine. Il paraît que vous auriez dit, il paraît que vous auriez dit, Monsieur le Président, que N'Djamena devait devenir la vitrine de l'Afrique centrale. Pourquoi pas? Il faut rêver. Si N'Djamena pourrait devenir la vitrine de l'Afrique centrale, nous avons le droit, les Tchadiens ont le droit de rêver. Voilà. Non, mais vous allez accueillir le sommet de l'Union africaine en 2015, vous construisez un centre de congrès, vous avez refait les routes, vous voulez vraiment faire de N'Djamena une capitale importante dans cette région. Pas seulement N'Djamena, je voudrais faire vraiment, pardon, du Tchad, en fait, disons, investir au Tchad dans l'essentiel, dans ce qui est essentiel. D'atteindre, il y a des objectifs qui sont très clairs pour moi. La première chose, je pense que c'est la santé et l'éducation. La deuxième chose, c'est nourrir les populations tchadiennes. La troisième chose, l'eau potable, l'énergie. Et l'autre qui vient, évidemment, ce sont les infrastructures routières qui permettent aux Tchadiens de circuler et de permettre aussi des marchandises de circuler entre les différentes régions du pays. Charlotte, sur cette question. Bon. Monsieur le Président, je voulais vous poser une question sur un autre pays voisin du Tchad, c'est le Soudan. Vous vous êtes réconcilié récemment avec le Soudan. Pas récemment, depuis 2009. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, avec le Soudan d'Omar el-Béchir, après plusieurs années de guerre entre vos deux pays par milices interposées. Le président el-Béchir est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes au Darfour en particulier. Vous avez dit vous-même qu'il y avait eu un génocide au Darfour, c'est des mots que vous avez utilisés, je l'ai lu en tout cas. Pourquoi le président el-Béchir a-t-il échappé jusqu'ici à la Cour pénale internationale? Pour la simple raison que l'Union africaine avait pris une position que nous sommes tous obligés à nous en tenir. La décision de l'Union africaine, et ce sont des décisions qui s'imposent à tous les pays. Et la décision, c'est de ne pas expulser, de ne pas arrêter le président Béchir. Donc l'Union africaine ne reconnaît pas, en fait, disons, le génocide de Omar el-Béchir. Il ne reconnaît peut-être pas la Cour pénale internationale. Nous nous inscrivons vraiment dans la droite ligne, en fait, disons, de la position du continent. Nous ne pouvons pas cavaler seul. Sortir du continent et cavaler seul, nous ne le pourrons pas. Alors, avant de parler de Hissène-Habré, peut-être une question encore sur l'actualité tchadienne. Oui, alors une question politique, on vous a déjà posé la question, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez de nouveaux éléments sur la disparition de Ibn Omar Mohamed Saleh en février 2008? Cette question, j'ai répondu plusieurs fois et je n'ai pas besoin vraiment de répondre encore. Vous savez, ma réponse, c'est toujours la même chose. Donc, quelle est votre réponse pour ceux qui ne vous ont pas entendu? Vous l'avez entendu, vous avez entendu. Mais les auditeurs, les téléspectateurs, les auditeurs aussi ont entendu, les Français ont entendu la réponse à cette question, donc je ne reviendrai pas sur la question. Donc vous n'avez rien à voir avec sa disparition. Oui. Alors, peut-être une question sur l'ancien président tchadien, votre prédécesseur, c'est Hissène-Habré, qui est en exil au Sénégal. Il est poursuivi, a été inculpé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il y a 13 ans déjà. Pourquoi ce procès devant ce tribunal spécial sénégalais n'a toujours pas commencé?
Bien, peut-être qu'il faut demander aux Sénégalais, mais je crois qu'après l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, Oui, les choses se sont quand même... il y a quand même des avancées extraordinaires. Oui. C'est ce qui nous a permis, nous aussi, d'apporter notre contribution. Nous avons mis 2 milliards de francs CFA, Oui. n'est-ce pas? Oui, parce que ça coûte cher, donc il faut organiser le tribunal. Oui. Le tribunal est organisé. Oui. Donc il n'y a pas de date qui a été fixée, vous ne la connaissez pas en tout cas. Si elle a été Non, 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 je pense que c'est sous l'égide de l'Union africaine que ça s'est fait. D'accord. Donc, c'est ce que nous avions fait, c'est d'apporter notre contribution. D'accord. Et ouvrir donc le pays, si cela est nécessaire, si les magistrats le veulent, nous sommes prêts à leur ouvrir le Tchad pour faire une nouvelle enquête si cela est nécessaire. Parce que justement, il nous reste 30 secondes. Alors je voulais terminer, parce que vous avez été son chef d'état-major à Hissène-Habré pendant les années 80. Est-ce que quelque part, vous ne redoutez pas, vous ne pouvez pas redouter quelque part ce procès qui pourrait peut-être aussi comment dirais-je, vous concerner? En tant que soldat sur le terrain, j'ai combattu l'occupation libyenne. J'ai pris des risques, bien sûr. Et j'ai combattu aussi... vous avez été blessé d'ailleurs. J'ai combattu aussi ceux des Tchadiens qui étaient avec les Libyens en son temps. D'accord. Je n'ai pas du tout de regret de ce que j'ai fait en tant que soldat et qui est reconnu par tout le monde. Ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir donc participé à cette émission. Il faut, avant de rendre l'antenne, remercier aussi l'ONRTV, la télévision du Tchad, qui nous a apporté son soutien technique et logistique à cette émission. Merci. Merci à vous aussi. Merci je suis à votre deux. disposition quand vous voulez. On reviendra peut-être à N'Djamena. Merci à tous et donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Merci, bonne semaine et à bientôt donc. Au revoir. Je crois que vous n'avez pas eu... Générique Ben... Oui, générique de fin. On ne bouge pas. Non, vous êtes toujours là. Là, c'est le générique qui passe, on vous voit encore. Voilà. Ça s'est passé assez vite, en fait. Hein. Oui. Ah oui. Alors, il faut, Monsieur le Président, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que je vais vous reposer la première question. Allez-y, oui. Voilà. Bien sûr. Et votre réponse. Quand vous voulez. Hein, Alors, on va commencer, si vous le bien... On va commencer cette émission, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, par une question sur l'implication du Tchad au Mali. Pourquoi avoir décidé d'envoyer vos soldats au Mali, d'autant plus que ces soldats ont déjà payé un lourd tribut, plus d'une trentaine de morts tchadiens dans les combats au Mali. Pourquoi et jusqu'à quand resteront donc les soldats tchadiens au Mali? Vous savez que le Mali a été occupé par des djihadistes. Le pays a été divisé en deux. Les djihadistes menaçaient la capitale Bamako. Si, heureusement, j'ai dit, s'il n'y avait pas eu l'intervention des troupes françaises, Dieu sait dans quelle situation nous serons. La France a sauvé donc le Mali. Et la France était restée seule sur le terrain pendant pratiquement 1 mois. Nous avons été sollicités par la communauté internationale. Et par la France. Par la France, par le président Yakounda, par la CEDEAO, par l'Union africaine. Et j'ai consulté, comme la Constitution l'oblige, l'Assemblée nationale, et j'ai informé aussi toute la classe politique, ici, 140 partis politiques, qui ont donné unanimement leur accord pour l'envoi des troupes tchadiennes au Mali. Et la société civile aussi, qui a été consultée. Donc, c'est un mal qu'il faut extirper le plus rapidement possible. Ce mal va atteindre pas seulement le Mali, mais le reste du pays si nous n'avions pas fait. La guerre aujourd'hui qui s'est déroulée dans le nord du Mali n'est pas une guerre vraiment qui concerne simplement le Mali, ça concerne toute la sous-région au sud du Sahara. Merci. Je crois que c'est à peu près ce que vous aviez dit la première fois et ça, oui. ça résume bien le... Oui, on peut faire le coming next. Dites à François qu'on
Attendez, restez.